je suis Chonsia Yoro et pour ce premier numéro, le thème c'est entreprendre à l'ère du numérique. Et pour ce faire, nous avons réservé des invités d'exception. Faire en sorte que ce qui est physique devienne non physique et qu'il y ait une opération, une transaction qui se fait dans ce qu'on appelle Internet, la bulle, etc., etc. Du coup, le RGPD peut même être un accélérateur de performance plutôt qu'un frein. On partage avec nous leur expérience. Le marketing de contenu, c'est pas communiquer sur ce qu'on fait, mais sur ce qu'on est. Donc il y a une partie psychologique en fait. Franchement, Chris, avec toi, tout a l'air fluide, tout a l'air facile. Expertise et surtout leurs compétences. Comment je suis arrivée là jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'est la passion. Je suis une acharnée, passionnée, tout ce que vous voulez. Et du coup, je passais des nuits et des nuits, des heures et des heures sur YouTube à apprendre, à me former et à pratiquer tout ça. Dites-moi quelle est l'importance d'avoir 10 000 personnes qui n'interagissent pas avec vous, qui ne parlent pas avec vous, qui faussent même vos datas, c'est-à-dire qui faussent vos données, donc vous avez l'impression que vous êtes en train de percer alors que en vrai vous n'êtes pas du tout en train de percer. Et à la fin de la journée, en fait, vous êtes frustré parce que vous savez très bien que c'est du fake. Like, stop that. Je suis à mon compte et vraiment j'arrive à tout gérer, même si c'est compliqué des fois. Mais ouais, parce que je le veux en fait, je veux réussir, je veux pouvoir aider également ma communauté à réussir, je veux influencer, donc ouais. Je pense qu'on peut être fiers de toi et on peut applaudir. Les start-upers et les entrepreneurs et les globetrotters. À lui, celui-là fait un tour du monde, Afrique, Amérique latine, il a fait tout le continent. Recevons ensemble, sous vos ovations, Monsieur Basseli Yorobi. Monsieur Basseli, c'est un plaisir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je vais t'installer. Salut au public. Merci. Voilà. Merci Basseli. Merci à toi. C'est un plaisir et c'est un privilège. Ce que tu nous fais d'être là, le premier invité sur le plateau de Nestoc, c'est juste waouh. Alors je le disais tantôt, tu es globetrotter, tu es start-upper, tu es entrepreneur. En quelques mots, comment est-ce que tu peux te présenter? Je pense que tu as tout dit sur moi. Je suis tellement épaté par la présentation de ma petite personne que je ne sais pas trop quoi dire. J'ai un peu un blanc, mais je vais essayer. Alors en une phrase, c'est que je suis Basseli Yorobi, je suis un entrepreneur dans le numérique et je me définis aussi comme un start-upper. Et voilà, je peux me définir aussi comme globetrotter et en plus aussi je suis à la tête d'une start-up qui s'appelle Connectis Global. Voilà. Et avec toi, on va rentrer directement dans le vif du sujet. D'accord. On est là aujourd'hui pour parler d'entrepreneuriat à l'ère du numérique. Super. Comment est-ce que tu peux définir le numérique? C'est une question assez complexe, mais je vais essayer. Alors le numérique. Le numérique, c'est un grand mot. Aujourd'hui, c'est un buzzword, quoi. Il y a pas mal de gens qui viennent qui disent en fait, le numérique, c'est la transformation digitale. Ok. Et c'est le numérique, c'est l'innovation. D'accord. Tout ça, on ne comprend pas. Le numérique, c'est des gens qui sont devant un ordinateur et qui font des applications, etc. Bon, pas mal de définitions qui sont vagues. Pour ma part, le numérique, de manière très simple, le numérique, c'est l'ensemble des processus d'innovation qui digitalise des choses physiques. Okay. Exemple simple, concret, pour que tout le monde comprenne, pour que monsieur Michu et madame Machin comprennent. Okay. Parce que voilà, on ne parle pas des gens qui sont dans la tech, on parle des gens qui ne connaissent pas peut-être la tech. L'innovation, plutôt le numérique, ça serait par exemple ce que fait Amazon, sans faire de publicité. Okay. Amazon, on commande un truc en ligne et on reçoit l'objet chez soi. Okay. On pouvait le faire à l'ancienne, on va voir le boutiquier ou bien le magasinier, alors Mamadou, salut, je peux avoir tel produit, etc. C'était l'ancienne méthode, parce qu'on avait le temps. Maintenant, on n'a plus de temps. Okay. Le temps, c'est une denrée rare, quoi. Donc, le numérique est cette couche-là qui nous permet de rester, comme moi, parce que j'aime ça, j'aime pas me déplacer, j'aime bien faire tout par l'ordinateur. Se dire, ok, tiens, à l'eau d'aller voir Mamadou, je vais demander à Google, je sais pas quoi, de m'envoyer le produit dont j'ai besoin. Okay. Donc c'est ça le numérique. Le numérique, c'est juste digitaliser, donc numériser, en gros, faire en sorte que ce qui est physique devienne non physique et qu'il y ait une opération, une transaction qui se fait
dans ce qu'on appelle Internet, la bulle, etc. quoi. Exactement. Donc du coup, on se rend compte que qui dit numérique dit Internet. Et on voit que Internet a vraiment démocratisé, tu parlais tout à l'heure d'achat et tout. Ouais. Donc la question qui suit, c'est est-ce que selon toi, le numérique a démocratisé l'entrepreneuriat? Est-ce que grâce au numérique aujourd'hui, on a accès plus facilement à l'entrepreneuriat? Je dirais oui. Je dirais oui, totalement oui. Un exemple concret, je parle rapidement, ça me permet de parler de ma petite histoire. Moi, je suis le fils d'un père qui est marin, d'accord? Alors, mon père, de son temps, être entrepreneur, il fallait être à la tête d'une industrie, quoi. Exactement. Donc, il fallait être industriel. Donc, être entrepreneur, ça veut dire qu'il fallait être industriel. Donc, les possibilités de pouvoir devenir entrepreneur étaient infimes, quoi. Je pense que si j'étais né à l'époque de mon père, l'entrepreneuriat, ça ne serait même pas passé par ma tête, dans ma tête, quoi. Exactement. J'aurais fait le tour parcours classique, je trouve un taf, je me marie, je me fais des enfants, je fais le tour de la planète, je suis content, la retraite, quoi. C'est bon, parfait, la vie est belle. Ok. Mais aujourd'hui, ce qui est génial avec Internet, je suis assis chez moi à la maison, je fais un site Internet, et de jour au lendemain, on m'invite un peu partout dans le monde parce que j'ai un site et parce que j'ai une entreprise qui, concrètement, pour être hyper pragmatique, pratico-pratique, aujourd'hui, c'est une start-up. Pourquoi on est une start-up? Pas parce que c'est un buzzword, parce que tout le monde dit ouais, on est start-up, il y a des grands comptes qui disent ouais, on est agile, etc. Non, c'est pas un mot, c'est un état d'esprit. Nous aujourd'hui, déjà, moi, comme je suis lancé dans l'entrepreneuriat, je n'avais pas assez de sous pour avoir un local. Je n'avais pas de sous pour avoir des employés. J'avais juste mes idées. Donc qu'est-ce qu'on fait? On dit ouais, comme on n'a pas d'argent, on fait rien, non. On va utiliser le numérique. Du coup, je me dis, ok, je fais une start-up, je crée un site internet, je fais en sorte que ça soit cohérent, ça soit propre, le design il est bien, parce que si le design il n'est pas bon, les gens se disent, ouais, c'est un site piraté, etc. Mais un bon design avec une adresse, etc. Et on l'a fait. Et on a commencé à avoir des clients. Les gens, ils sont venus, ils ont dit, ah ouais, on va vous servir, c'est intéressant, mais nous, on n'avait pas de bureau, quoi. Quand on veut nous recevoir, on va dans des centres d'affaires. Le gars, il vient, il est confiant, on est dans un environnement de travail, etc. Mais il ne va pas nous contrôler pour savoir si H24, on est dans le centre d'affaires. Exactement. Donc, ça a permis de rassurer les gens et de fil en aiguille, aujourd'hui, en une phase, Connectic, c'est quoi? On est dans 9 pays dans le monde, dans 3 continents. Moi, je voyage en moyenne 5 fois par an. Je fais le tour de la planète, il y a eu des prix, etc. Je ne suis pas encore riche, je ne suis pas encore arrivé à ça. J'espère que je serai riche un jour, mais mon objectif, ce n'est pas d'être riche, c'est de montrer en fait à tous les gens dans le monde, afro, non afro, blanc, jaune, vert, whatever, que tu as un ordinateur, tu as une connaissance, tu peux vendre tout ce que tu veux. Et c'est un champ de possible inimaginable. Et ça, mon père, il n'avait pas cette opportunité à son époque. C'est juste inimaginable. On a une chance énorme. Donc sur ces mots, notre entretien va prendre fin. Vraiment, merci beaucoup Obation Kobasoni. Maintenant, juste avant de nous séparer, on a une petite tradition. Le nom, prénom là-bas. Oui, nom, prénom, le nom de ta start-up et un petit mot gentil. Voilà. Merci beaucoup. Juste, je vois ce que tu as noté. Alors, c'est pas facile à lire ton écriture, mais je fais l'effort. Alors, il a noté, je suis fière de voir une jeunesse entreprenante en France et dans ce monde. Le reste, je vois. Bravo à toutes les choses. Bravo à toutes les choses. Donc, merci beaucoup, Bassoni. Dernière ovation pour Bassoni. Elle est Data Protection Officer dans une grande entreprise de la place. Elle est responsable juridique. Et avec elle, on va parler du RGPD. Madame Fatou Camara, sur vos ovations. Vous avez vu parler du RGPD sans savoir qu'il s'agissait du RGPD. C'est ça, exactement. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce que le RGPD, Fatou? Alors, je vais essayer de ne pas être trop ennuyeuse et de rendre ça assez attractif parce que forcément, tout ce qui est juridique peut être assez lourd et ennuyeux. Le RGPD, c'est la version récente d'une législation qui vient protéger vos données personnelles. On en parle beaucoup aujourd'hui. Les entreprises, elles font comme si, en fait, la protection de vos données était super importante pour eux. Ils vous écrivent à chaque fois que vous vous connectez sur un site internet. Ils vont vous dire accepter les cookies, etc. Mais parce que c'était très intrusif. C'est-à-dire que par exemple, à chaque fois que vous vous connectez sur un site, il y a votre adresse IP, il y a un certain nombre d'informations qui étaient par la suite retransférées à tout un ensemble d'acteurs. Vous n'étiez pas forcément au courant. Et ces acteurs-là en faisaient une exploitation à laquelle vous n'aviez pas consenti.
mais ça concerne aussi le petit artisan qui est chez lui et l'entrepreneur qui veut commencer à l'ère du numérique. Donc c'est un règlement qui est en vigueur depuis 2018, le 25 mai 2018, et qui vise à renforcer la protection des individus en ce qui concerne la protection de leurs données personnelles. Exactement. Donc du coup, Fatou, j'ai tenu vraiment à ce que tu sois là ce soir, parce que comme on l'a vu, le constat est là. La plupart des entrepreneurs n'ont pas conscience de ce règlement-là. Alors que c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Du coup, pour un jeune entrepreneur qui veut entreprendre aujourd'hui à l'ère du numérique, Oui. quel est le premier conseil que tu lui donneras pour respecter le RGPD? Alors, je lui dirais que il faut vraiment prendre... on n'en a pas conscience, mais c'est assez lourd et il faut vraiment prendre les devants. Et lorsque on anticipe, lorsqu'il y a une vraie anticipation, du coup, le RGPD peut même être un accélérateur de performance plutôt qu'un frein. Mais il faut anticiper. Il faut en amont, avant de commencer quelques projets que ce soit, se dire quelles sont mes obligations, qu'est-ce que je dois faire, comment je dois protéger les données que je vais avoir. Je sais pas, je veux créer un site là où je vends, je sais pas, des cosmétiques. Vous allez renseigner votre nom, vos prénoms, votre adresse. Ce sont des données qui vous concernent et il faut pouvoir en assurer la sécurité puisque vous ne voulez pas que ça se retrouve dans les mains de n'importe qui parce que ce serait comme si quelqu'un en fait avait un œil dans votre maison et savait exactement tout sur votre vie sans que vous ne l'ayez laissé rentrer en fait. Exactement. Du coup, aujourd'hui, pour entreprendre à l'ère du numérique, on sait qu'on aura forcément à travailler avec des données personnelles. Forcément. Du coup, il faut vraiment faire attention au RGPD pour ne pas tomber sur le coup des sanctions. Oui, parce que les sanctions, comment dire, ça rigole pas. Ça peut aller jusqu'à 20% du chiffre d'affaires, donc c'est pas du tout négligeable. Et la CNIL, qui est l'organisme qui contrôle le respect de cette réglementation-là, la Commission nationale informatique et liberté, est très très vigilante et elle contrôle pas que Facebook, etc. Elle contrôle des petites entreprises. Récemment, Optical Center a été condamné pour non-respect des normes de sécurité. Donc c'est vraiment quelque chose qui est là avec des sanctions qui ont été volontairement aggravées pour que chaque acteur de l'économie ait conscience qu'il faut protéger les données des individus. Exactement. Du coup, il n'y a pas au fait de petits entrepreneurs ou de grands groupes. Tout le monde doit respecter le RGPD du moment où on utilise des données personnelles. En fait, dès lors que ça concerne des citoyens qui se trouvent en Europe, il faut absolument respecter les normes du RGPD. Du coup, même si moi je suis auto-entrepreneur, je viens à peine de me lancer, que je viens à peine de concevoir mon site internet, je dois quand même faire attention au RGPD et respecter. Il faut faire attention dès lors il faut savoir que le RGPD, ça concerne que les personnes physiques et pas les personnes morales. Ça ne concerne pas les sociétés, mais derrière toutes les sociétés, vous avez des êtres humains. Exactement. Donc demain, vous êtes auto-entrepreneur, vous allez avoir des fournisseurs, vous allez avoir des sous-traitants, vous allez avoir des collaborateurs. Et toutes ces données que vous avez, vous en êtes responsable. Et du coup, il faut assurer la sécurité. Il faut s'assurer que chaque personne qui vous donne, qui vous transmet des données, donne son consentement, que vous avez en termes de sécurité le moyen de garantir la sécurité des données et que si jamais vous transférez ces données, que vous ayez obtenu en amont l'accord de cette personne pour faire le transfert. Exactement, c'est cette notion de consentement qui a été introduite avec le RGPD. Du coup, de façon pratique, comment est-ce qu'un entrepreneur peut faire entrer cette notion de consentement sur son site internet par exemple ? C'est très simple, on peut tout simplement mettre une case comme vous avez sur, je sais pas, je dis tout le temps vente privée, mais c'est parce que j'achète tout le temps sur internet. Mais voilà, c'est mettre en place une politique de confidentialité. Exactement. Tianxia Euro, j'ai ma politique de confidentialité, voilà comment je recueille vos données, voilà ce que j'en fais, voilà comment elles sont sécurisées. Et il y a quelque chose d'important aussi dont on n'a pas parlé, c'est le droit à l'oubli. On n'a pas le droit de conserver les données des gens ad vitam aeternam. À un moment donné, il faut les effacer. Donc ça, c'est aussi une notion importante qu'on a, parce que, imaginons que vous ayez un abonnement chez SFR, il n'y a pas de raison, une fois que vous n'ayez plus d'abonnement chez eux, qu'ils continuent à garder vos coordonnées bancaires, votre pièce d'identité. C'est vraiment des choses qui vous sont très personnelles et que les entreprises avant conservaient, et il n'y avait pas vraiment... Bon, en 1978, il y a eu la première loi informatique et liberté, mais ce n'était pas comme le RGPD.
le RGPD, ça a vraiment accru les sanctions et ça a donné des pouvoirs de contrôle plus importants aux autorités. Exactement. Donc notre entretien tire à sa fin. Donc avant de conclure, quel est le conseil définitif que tu peux donner à tous les jeunes entrepreneurs qui souhaitent entreprendre par rapport au RGPD? C'est vrai que le juridique, c'est jamais marrant, mais je pense que c'est un passage obligé. Exactement. Et donc avant d'entreprendre, je pense qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions, voir avec quel type de personne on va rentrer en affaires. Est-ce qu'on aura à traiter des données personnelles? Si oui, comment est-ce qu'on compte les protéger? Comment est-ce qu'on compte obtenir leur consentement? Comment on compte conserver? Comment est-ce qu'on efface? Vraiment, c'est un ensemble de questions et je pense, avec une très bonne amie, on va bientôt ouvrir une société, on va faire de la consultation parce qu'on est très, très régulièrement sollicité par des gens qui entendent parler du RGPD et qui se disent « Waouh, c'est quoi ?» Et voilà, il y a 4000 pages, je ne vais pas aller lire les 4000 pages, qu'est-ce que je fais? Et qui sont soucieux de respecter les données, de respecter les données personnelles des gens avec qui ils traitent. Donc c'est vraiment très important le RGPD. J'espère que le public ici présent ainsi que ceux qui sont chez eux à la maison ont été gratifiés par ces informations. Dans le public, vous avez appris quelque chose avec Fatou? Oui. Super. Donc merci Fatou. Avant de partir, on va faire le rituel bien évidemment. Je te donne notre livre d'or et tu mettras ton nom, ta fonction et un petit mot pour les stocks. Je suis très fière et honorée d'être là et que je suis très admirative de ton parcours et du parcours de Let's Talk et vraiment je vous souhaite toute la réussite que tu mérites, ma chérie. Merci beaucoup, Fatou. Alors, on va accueillir notre prochain invité. Elle est consultante en marketing digital. Elle se définit comme étant une stratégiste en marketing digital. Madame, messieurs, public de Let's Talk, mademoiselle Christine Goma. Bonsoir Chris. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Let's Talk. Merci. C'est un plaisir de te recevoir, franchement. Le plaisir est pour moi. Donc tout à l'heure, je te présentais et je disais que tu étais consultante en marketing digital. Marketing de contenu. Marketing de contenu, excuse-moi. Donc souvent, en fait, tu as tendance à parler de marketing à l'ancienne, VS marketing de contenu. Ouais. Du coup, quelle est la différence entre le marketing à l'ancienne et le marketing de contenu? D'accord. Alors, je pense déjà, il faudrait définir... tout le monde sait ce que c'est le marketing de contenu? Non? Non? Bah, je vais expliquer peut-être. Ouais. Alors, en fait, le marketing de contenu, c'est l'ensemble des techniques, en fait, qui permettent à une entreprise, à une marque, d'offrir, en fait, de raconter son histoire, mais tout en ajoutant une valeur ajoutée dans le but d'attirer, en fait, des clients. Est-ce que c'est clair? En gros, il y a le marketing traditionnel, vous savez, c'est on communique sur un produit ou sur un service. Le marketing de contenu, c'est pas communiquer sur ce qu'on fait, mais sur ce qu'on est. Donc il y a une partie psychologique en fait. Ok. C'est clair? Je pense que c'est bon. Okay. Donc du coup, marketing à l'ancienne, marketing de contenu. Ouais. Tu préfères, c'est clair que tu préfères le marketing de contenu, bien évidemment. Mais est-ce qu'on peut faire l'impasse du marketing à l'ancienne? Alors, pas vraiment, parce que comme son nom l'indique, c'est marketing de contenu. Donc, dans tous les cas, c'est du marketing. Alors, en fait, dans le marketing de contenu, on n'est pas en train de dire, oui, c'est du marketing. C'est juste qu'en fait, l'ancien marketing, c'était trop intrusif. Vous connaissez la publicité « Si je vais bien, Juvamine ». Ça casse les oreilles. Si je vais bien, Juvamine. C'est fatigant, on a compris. C'est votre Juvamine. Maintenant, racontez-nous votre histoire. Pourquoi est-ce qu'on devrait acheter Juvamine qui nous casse les oreilles toute la journée? Donc, en fait, le marketing à l'ancienne, il est trop intrusif. Voilà, c'est comme si on rentre chez une personne et on ne demande pas l'autorisation. Alors que le marketing de contenu, il y a plusieurs facteurs. Il y a le facteur rationnel, émotionnel, sensoriel. Vous voyez les publicités, pour un yaourt, la fille, elle danse, elle fait tout un truc, on se dit mais pourquoi elle fait tout ça pour un yaourt? Et en fait, non, il y a une histoire et on s'identifie facilement à une histoire. Moi, j'aime dire que le marketing de contenu, c'est tout simplement raconter votre histoire. Et j'aime beaucoup dire, quelle est votre histoire? Parce que vous avez tous vécu quelque chose. Et lorsqu'on crée une entreprise,
oui, bon, on se dit, bon, je vais avoir plus d'argent. Mais généralement, on a vécu quelque chose qui nous a tellement marqué qu'on décide en fait de véhiculer ce message. Par exemple, j'aime m'habiller et j'ai besoin de valoriser les gens à travers les habits. Alors, je vais créer une entreprise de personal shopper. Vous voyez? Donc, c'est ça vraiment le marketing de contenu. Et le mot-clé, c'est storytelling et valeur. Dans le marketing de contenu, on ne communique pas sur du fake. On ne dites pas, oui, j'ai fait ça si vous n'avez jamais fait. C'est vraiment mettre en avant ce que vous avez déjà. On est là pour créer de la valeur. Lorsqu'on crée une valeur, on a des personnes qui s'identifient à ces valeurs et on n'a même pas besoin de s'affoler pour avoir des clients. Je pense qu'il n'y a pas meilleure définition qu'on peut avoir du marketing. C'est un peu ma révolte. Donc du coup, finalement, le but, c'est clair que c'est de faire des ventes. Donc Oui. comment finalement réussir à booster ces ventes grâce au marketing de contenu? Alors, il y a plusieurs techniques. Tout à l'heure, quelqu'un a parlé du gros hacking. Il y a aussi ce qu'on appelle le content hacking. Mais là, c'est vraiment trop technique. C'est pas le but. Déjà, pour réussir il faut avoir déjà ce qu'on appelle une ligne éditoriale. Okay. Moi, les gens qui viennent me voir, ils me disent, voilà, je veux faire ça, voici mon projet, etc. Bon, il faut avoir une ligne éditoriale. Il faut savoir pourquoi vous faites ce que vous faites. À qui vous voulez vous adresser. Parfois, les gens pensent que, oui, moi, je veux parler à des gens qui ont 19 ans, entre 18 et 20 ans. Et après, on se rend compte sur les réseaux sociaux qu'il n'y a que des gens qui ont 30 ans qui sont attirés par ça. Donc là, il y a un problème. Donc, en fait, le but, c'est vraiment d'avoir une stratégie de contenu, d'avoir des rubriques, de connaître votre, ce qu'on appelle USP, proposition de vente unique. Vos points de différenciation. On est nombreux sur Internet à faire la même chose. Qu'est-ce qui vous différencie? Et j'ai envie de dire, lorsque c'est vous, c'est votre histoire, ça vient de vos souffrances, ça vient d'un constat, il n'y a pas de test, il n'y a pas de concurrence en fait. Il faut juste surfer sur sur quoi vous êtes doué. Donc on peut augmenter en fait, attirer en fait, avoir des ventes. Déjà en gagnant la confiance. Le marketing de contenu il est là pour faire gagner la confiance en ayant des contenus qui touchent vraiment votre audience et qui parlent avec votre audience en fait, tout simplement. Après, c'est trop long, si on ne va pas s'en sortir si on commence à tout détailler. Je sais aussi que tu es une pro du référencement. Oui. Donc, du coup... voilà, je faisais du référencement, je n'étais même pas au courant que j'en faisais, mais bon, pas ça. Du coup, finalement, comment augmenter sa notoriété finalement, grâce au référencement? Alors, c'est tout simple, c'est tout bête. Vous savez, lorsqu'on pose des photos sur Facebook ou d'autres réseaux sociaux, souvent, on met photo H20, on nomme pas les photos, il faut nommer les photos. Tous les contenus, il faut nommer. Moi, pour tous les clients, j'ai pas payé pour qu'ils soient sur Google, en fait. On a juste nommé tous les contenus. C'est des trucs tout bêtes, même les photos, avant que ça soit posté sur Facebook, je télécharge, je vois que c'est pas nommé, je supprime tout, je recommence, je nomme. Parce que là, directement, ça va être sur Google. Et faire attention à ce que vous partagez par rapport à votre nom. À partir du moment où vous êtes sur Internet, vous êtes une marque, vous avez une identité numérique. Si vous partagez, vous aimez la photo du grec, de votre cousin ou de je ne sais quoi, ça va se retrouver sur Google. Donc, il faut faire très attention. C'est pour ça qu'il faut bien séparer vie privée et vie publique. Si vous voulez communiquer sur vous, maintenant, tout ce que vous faites sur Internet, sachez que c'est tracé. Donc ça, c'est un bon moyen. Moi, sur Facebook, je commande que le marketing digital, que le marketing de contenu. Il y a des choses, ça me fait rire, mais je ne vais pas commenter parce que ça va apparaître sur Google. Il y a aussi Twitter. Twitter, c'est très, très bien pour le référencement. LinkedIn, pour ceux qui ça intéresse. Et sinon, renommez vos photos. Déjà, ça va vous faire remonter sur Google. Voilà. Franchement, Chris, avec toi, tout a l'air fluide, tout a l'air facile. Et donc, franchement, j'ai une question qui me turlupine depuis l'esprit. Et il faut que je la pose. C'est que voilà, tu es consultante et il faut recourir à tes services. Et pour les personnes comme moi, qui ne connaissent absolument rien au marketing de contenu, mais qui finalement, on n'a pas assez de sous pour prendre tes services. Quels conseils peux-tu donner aux jeunes entrepreneurs qui veulent faire du marketing du contenu, mais qui n'ont pas forcément les sous pour recourir aux services d'un consultant comme toi? Alors, c'est quoi ne pas avoir les sous? Non, parce que c'est pas si cher que ça. Enfin, chez CN Consulting, on travaille avec les petites entreprises et les personnes qui veulent faire de la reconversion professionnelle. Mais le conseil que je pourrais dire, c'est de suivre des formations peut-être
Mais au moins, YouTube, c'est gratuit. Il y a aussi le fait de... Il y a le minimum syndical. Au moins, faites au moins une séance de consulting. Ayez au moins une ligne éditoriale. Quand vous allez poster sur Internet, au moins, sachez que ça, si vous faites ça, c'est hors cadre, ça passe pas. Par exemple, vous voulez être vu, imaginons, comme quelqu'un de responsable, vous postez des trucs, oui, l'autre, elle s'est fait écraser par un train, haha, MDR, ça passe pas. Donc, il faut une ligne éditoriale, il faut quelque chose, il faut au moins la ligne éditoriale, Une séance de consulting, c'est 1 heure. On avait fait un truc de speed coaching. Je parlais avec des personnes, j'avais 3 minutes pour donner une solution. Il y a une personne, elle me parlait, elle me dit oui, je veux faire ce projet. Et moi, j'étais là, d'accord, etc. Et elle avait 2 projets. Et lorsque je lui ai demandé de parler sur le 2e projet, elle était là, oui, parce que, nanani, je dis, c'est bon, fini, tu as ta ligne éditoriale, merci, au revoir. Voilà. Donc, si en 3 minutes, les gens peuvent avoir des solutions, imaginez 1 heure. Donc, moi, je dirais, venez, on va s'asseoir 1 heure. Et après, voilà, ça va être au moins la ligne éditoriale, quoi. C'est le minimum syndical. Super. Voilà. Merci. Et donc, avant de nous séparer, tu vas passer par le rituel. Et j'écris mal, hein. Non, c'est pas grave. Signer notre petit livre d'or. À tout le monde, on a fait une petite pause de 10 minutes. On est de retour. Et là, ça commence à aller un peu crescendo. Là. Les invités, ça commence à monter. Du coup, on va recevoir notre prochain invité. C'est-à-dire que j'ai tellement hâte de la recevoir sur ce plateau. Elle est influenceuse, elle est youtubeuse. Elle a une chaîne YouTube d'environ 50 000 abonnés. Et par-dessus tout, c'est l'une des meilleures photographes de mariage de Paris. Madame, messieurs, public de Let's Talk, MC! Quelle beauté! Je suis trop contente de te recevoir sur le plateau. Installe-toi. Alors, rebonsoir MC. Bonsoir. Alors, je suis trop contente de te recevoir sur le plateau de Let's Talk. Franchement, je ne sais même pas comment commencer mes phrases là. Arrête, t'abuses. N'exagère pas, s'il te plaît. Donc, du coup, comme je disais tantôt, tu es influenceuse, tu es youtubeuse et tu es photographe aussi de mariage. En quelques phrases, comment est-ce que tu peux te présenter? Alors, je suis principalement photographe de mariage, mais pas que. Je photographie aussi des familles, des couples, des événements. Et je suis également, on va dire, motivational speaker sur YouTube. J'encourage les gens sur YouTube. Voilà. Du coup, quand on préparait l'émission, j'ai pu, à mon grand étonnement, découvrir que tu as commencé la photographie en 2014, c'est-à-dire il y a seulement 4 ans. Et donc, du coup, ma question, c'est comment est-ce que tu as pu atteindre un tel niveau de perfection et de notoriété en 4 ans? Alors, donc, pour vous dire la vérité, j'ai commencé il y a 7 ans, donc en 2011. Okay. Pour moi, je ne suis pas encore arrivée à un niveau de perfection. La perfection, pour moi, ça n'existe pas. On évolue simplement. Comment je suis arrivée là jusqu'à aujourd'hui? Je pense que c'est la passion. Je suis une acharnée, passionnée, tout ce que vous voulez. Et du coup, je passais des nuits et des nuits, des heures sur YouTube à apprendre, à me former et à pratiquer, tout simplement. Donc, je pense que c'est la passion. Donc, c'est le maître mot, c'est la passion. Ouais. Donc, ma question aussi qui suit tout de suite après, c'est que oui, tu es photographe, mais tu es aussi influenceuse, tu es aussi youtubeuse. Oui. Et la question, c'est de savoir, est-ce que selon toi, le fait d'être influenceuse a impacté ton business de photographe? Non, c'est l'inverse. Okay. C'est la photographie qui m'a emmenée à influencer, à parler de mon expérience et à motiver les autres. Mais c'est pas l'inverse. C'est pas l'inverse. Ok. Donc du coup, tu étais influenceuse avant d'être photographe ou photographe avant d'être influenceuse? Non, j'étais photographe. J'étais photographe depuis donc 2011, comme je t'ai expliqué. Okay. Et après, j'ai voulu partager. Donc pour moi, je me considère pas comme une influenceuse dans le sens où je promouvois aucun produit, aucun service d'une marque ou autre. Juste, j'influence, je motive les autres. Je préfère prendre le mot motiver. Je motive les autres à partir à la poursuite de leurs rêves. Voilà ce que je fais. Je n'influence personne à acheter un produit. Oui, certes, tu n'influences pas les gens à acheter, comme tu le dis si bien, mais tu influences en quelque sorte dans le sens où les personnes qui te suivent sont poussées à suivre ton exemple, le modèle de personne que tu représentes. Donc, pas influenceuse dans le terme de pousser d'autres à acheter,
Mais influenceuse dans le sens où tu influences des personnes à suivre ton modèle de vie. Exactement. Tu ne penses pas trop? Si, c'est ça. C'est exactement ça. Donc, je suis influenceuse motivationnelle, on va dire. Exactement. Donc, du coup, pour toi, est-ce que sans le digital, sans ta présence sur les réseaux sociaux, ton business aurait eu le même impact ou pas? Clairement pas. Si j'avais pas été sur Facebook, Instagram, sur YouTube, aujourd'hui, mon business, il serait pas à ce niveau-là. Dans le sens où, grâce à YouTube, j'ai pu apprendre ce que je pratique aujourd'hui. J'ai pu apprendre la photographie. Grâce à Facebook, aux pages Facebook, j'ai pu développer mon travail, c'est-à-dire le montrer à mes clients. J'ai pu aussi attirer une certaine clientèle vers moi, grâce à Instagram également. Et voilà, et grâce à YouTube, aujourd'hui, je peux parler avec vous, je peux vous encourager, vous partager des choses. Donc les réseaux sociaux, pour moi, oui, ça a été un grand impact dans mon business, c'est clair. Donc du coup, en tant qu'entrepreneur, prendre conscience de l'importance des réseaux sociaux, c'est vraiment primordial pour son business? Bah, clairement, oui, parce que grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, vous avez la possibilité de vous faire connaître beaucoup plus facilement, de trouver des clients qui sont exactement en adéquation avec votre marché, avec ce que vous faites, avec les services que vous proposez, les produits que vous voulez proposer aussi. Donc, il faut en profiter. Parce que c'est vraiment, pour moi, je trouve qu'on a une chance énorme d'avoir les réseaux sociaux aujourd'hui. Comme disait tout à l'heure Basseli, son père était marin. Et qu'à l'époque de son père, c'était presque impossible d'être entrepreneur. Aujourd'hui, c'est pareil. Pour moi, pour la photo, si j'avais pas les réseaux sociaux, j'aurais dû aller démarcher mon travail dans des entreprises ou déposer mes cartes de visite dans des boulangeries, des choses comme ça. Alors qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, maintenant, je peux passer un message impactant et attirer la bonne clientèle à moi. Donc, clairement... Je pense que ça tombe bien avec la question qui suit. Aujourd'hui, on parle d'entreprendre à l'ère du numérique. C'est la thématique principale de ce premier numéro de Let's Talk. Du coup, pour toi, à l'ère du numérique, oui, il y a les réseaux sociaux à prendre en compte, mais quels sont les paramètres à absolument prendre en compte pour entreprendre de nos jours? Ça va dépendre du business. Ça va dépendre de ce que vous voulez faire. Moi, je vais plus vous parler des paramètres intérieurs, des paramètres personnels à vous-même. L'ambition, oubliez la peur. Souvent, les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est tu plonges dans une mer et puis tu deviens riche, tu nages au milieu de l'argent. Pas du tout. L'entrepreneuriat, c'est vaincre ses peurs, c'est se forger tous les jours une mentalité à réussir. C'est vous surpasser, vous dépasser, y croire même quand c'est dur, briser les limites et briser les barrières. Pour moi, si aujourd'hui vous souhaitez entreprendre, c'est pas une question de réseaux sociaux. Ça vient après. D'abord, il faut déjà vous trouver vous-même. Il faut aussi aller chercher au fin fond de vous ce qui vous motive, vos motivations vraiment, parce que si vous avez des motivations qui sont pures, des bonnes motivations, forcément vous allez réussir. Voilà. Donc selon toi, l'aspect... Oui, on peut applaudir. On peut applaudir, c'est-à-dire qu'au-delà des réseaux sociaux, au-delà de tout ce qu'on peut voir, au-delà du bling-bling des réseaux sociaux, le plus important, c'est vraiment ce qu'on dégage de l'intérieur et les valeurs sur lesquelles on se repose pour faire son business. Exactement. Le business, c'est pas juste faire de l'argent. Exactement. C'est répondre à un service, répondre à un besoin, aux besoins de quelqu'un. Et si vous n'avez pas à cœur les gens, vous allez échouer. Si vous n'aimez pas les gens, vous allez échouer parce que vous allez répondre à un besoin d'une clientèle et les gens ne seront pas forcément toujours agréables avec vous. Vous allez avoir des embûches et pas mal de choses qui vont venir vers vous. Mais si votre motivation n'est pas plus forte que ça, vous allez abandonner et donc vous allez échouer. Donc pour moi, oui, c'est très important les valeurs intérieures, au-delà des réseaux sociaux. Ouais. Tout à l'heure, tu disais que tu étais motivational speaker sur les réseaux sociaux, et tu encourageais les gens, etc. Et c'est vraiment une facette de toi qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu envisages une petite carrière dans le développement personnel? Une carrière, peut-être pas, parce que la photo, ça me prend beaucoup de temps. Ça se voit pas comme ça, mais ça prend énormément de temps. Après, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aime ça. C'est quelque chose qui me passionne énormément. Donc, si je peux encourager d'autres personnes à réussir, à vivre de ce que vous aimez faire, avec grand plaisir. Super, c'est sur ces mots qu'on va terminer cet entretien avec toi. Merci. Alors, faire un selfie avec quelqu'un dans le public. Ah, mais le public est gâté. Donc, qui veut faire un selfie avec MC? Ah, c'est pas moi qui choisis? Non. On fait un petit cadeau au public. Qui veut faire un selfie avec MC?
Alors, il y a... Il y a des gens qui me connaissent, donc franchement... Super. Tranquille, elle est influenceuse, elle est aussi youtubeuse. Elle est chef de projet réseaux sociaux, Madame, Messieurs, Public de Let's Talk, Queen Iowa. Bonsoir Queen. Ça va? C'est un plaisir de te recevoir sur le plateau. Moi aussi. Merci d'avoir accepté mon invitation. Donc, on va commencer tout de suite par ta présentation. Comment est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour le public? Alors, ça c'est vraiment la question, là, tu sais pas quoi dire. Alors, je m'appelle Queen Elizabeth Iowa, donc j'ai 25 ans. Je viens de terminer mes études il n'y a pas longtemps. Je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, voilà, j'ai décidé de me lancer. Donc, je suis consultante en réseaux sociaux. Donc, j'accompagne des entrepreneurs, des blogueurs, des influenceurs à développer un petit peu leur présence sur les réseaux sociaux. Voilà, c'est suffisant? Je pense que ça va, tu as tout dit. Tout à l'heure, tu disais que tu es entrepreneur. Maintenant, tu apprends à d'autres entrepreneurs comment gérer leurs réseaux sociaux, etc. Donc finalement, quelle est l'importance des réseaux sociaux lorsqu'on est entrepreneur? Waouh, ça c'est une question, l'importance des réseaux sociaux, je pense que beaucoup de choses ont été dites par les intervenants qui sont passés. Je ne vais pas vous dire encore que les réseaux sociaux c'est hyper important. Moi je pense que le futur de la communication digitale c'est essentiellement les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que les réseaux sociaux, vous avez le côté humain qui est hyper important. Aujourd'hui, on n'a plus envie qu'on vous vende un produit en fait. On ne veut plus qu'on nous vend un produit. On veut un lien en fait. On veut quelque chose qui rentre dans mon quotidien. Je veux créer un lien relationnel. Je veux transmettre quelque chose. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est hyper important lorsqu'on veut lancer dans l'entrepreneuriat parce que non seulement c'est gratuit, donc déjà ça, c'est gratuit, vous vous lancez. Et vous pouvez être vous-même en fait. Vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez en fait. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans une case. Donc déjà, je dirais ça, c'est important. Et aussi, les réseaux sociaux parfois... pour entreprendre déjà sur les réseaux sociaux, il faut se former. C'est important. Les réseaux sociaux, c'est pas seulement faire des selfies. Il y a beaucoup de choses à l'intérieur. Vous avez le côté très social. Vous avez aussi le côté data. Vous avez aussi les données. Comment ça va mon audience? Comment faire des contenus créatifs? Comment créer le lien social avec mon audience. Toute cette partie-là, il faut se former, c'est important. Voilà. Là, tu as sorti un mot tout de suite qui m'intéresse. Tu as parlé de l'audience. Ouais. Et aujourd'hui, c'est quelque chose de très important. Limite, on se rend compte qu'il y a une course aux abonnés. Finalement, le plus important, c'est vraiment j'ai combien d'abonnés, qui a le plus d'abonnés, etc. Et comment réussir à augmenter son audience? Ok. Bon, on va parler real. Je me mets pour à l'aise. Alors, s'il y a une chose, surtout, vraiment, les gens me regardent déjà, ils savent ce que je veux dire. S'il y a une chose qu'il ne faut pas faire sur les réseaux sociaux, et là je vais parler plus particulièrement Instagram, parce que Instagram c'est le réseau social préféré de tout le monde, c'est booming, tout le monde est sur Instagram, ok. La course aux abonnés, ça ne vous sert absolument, mais quand je vous dis absolument rien, pourquoi? Aujourd'hui, si on prend le cas d'Instagram, ils sont au courant de tout. Ils savent exactement ce qui se passe. Ils savent qu'on utilise des applications pour acheter des abonnés. Moi, je sais aujourd'hui, si vous me dites aujourd'hui vous avez besoin de 10K, je sais comment le faire. Je sais comment vous avoir 10K. Mais dites-moi quelle est l'importance d'avoir 10 000 personnes qui n'interagissent pas avec vous, qui ne parlent pas avec vous, qui faussent même vos datas, c'est-à-dire qui faussent vos données, donc vous avez l'impression que vous êtes en train de percer alors qu'en vrai, vous n'êtes pas du tout en train de percer. Et à la fin de la journée, en fait, vous êtes frustré parce que vous savez très bien que c'est du fake. Like, stop that. Ce qui est important, c'est d'être authentique, je le dis tout le temps sur les réseaux sociaux, c'est l'authenticité qui va vous rapporter des vraies personnes qui interagissent avec vous, en fait, qui créent un lien avec vous. Parce que ces personnes, c'est eux que vous allez convertir en clients. Mais d'abord, il faut que vous soyez vrai avec eux, en fait. Et surtout, très important, il faut avoir un branding. Le branding, c'est l'identité visuelle. Les gens s'attachent à vous par rapport à ce que vous proposez, en fait. Quelle est votre identité visuelle? Quelle est votre personnalité? Parce que les gens, ils ne vont pas acheter votre produit juste parce que c'est un produit, un produit juste simple, en fait, mais parce qu'il y a une histoire derrière, il y a une identité derrière. Aujourd'hui, pourquoi on achète beaucoup Apple? Apple nous propose non seulement le fait que je vais vous simplifier la vie, mais aussi, vous allez avoir quelque chose de très épuré, très classe, très élégant, et c'est tout ce parti design, en fait, qui est vraiment important à avoir.
Il y a un mot que tu as sorti tout à l'heure qui m'a assez intéressée parce qu'on entend beaucoup parler de ce mot-là. Tout à l'heure, même Christ a parlé de ça, le storytelling. Finalement, comment faire un bon storytelling? Ça dépend de ton message déjà. Donc si on prend un exemple je vais prendre un exemple d'une fashion blogger, donc une blogueuse fashion de mode. Comment elle peut créer son storytelling? C'est d'abord le storytelling, c'est un univers. C'est-à-dire que vous allez raconter des histoires. C'est pas je me suis levée le matin, je me suis brossé les cheveux, puis non, ok. Le storytelling, c'est un univers. C'est-à-dire que les gens, ils ont besoin de s'identifier à une histoire. Donc par exemple, moi, le storytelling que je vais proposer, c'est que je vais proposer mon lifestyle, ok? Je vais vous dire qu'aujourd'hui, voilà mes inspirations, voilà mes valeurs, voilà les choses que je fais. Et je ne veux pas vous faire convaincre que c'est ce qu'il faut faire, mais par contre, je veux vous inspirer. Je veux pouvoir apporter une valeur ajoutée à votre vie, en fait. Donc ça, c'est tout le storytelling. C'est-à-dire que c'est une histoire qui est vraie, qui est authentique, mais une histoire qui permet aux autres personnes de s'identifier à votre histoire, en fait. Voilà. Donc, parlons de ça. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire sur ces réseaux pour ne pas faire fuir ses abonnés? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Franchement, il ne faut pas faire du fake, ça c'est sûr, il faut être soi-même. Il faut être authentique, donc il ne faut pas faire du fake. Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire de faire des contenus qui n'ont rien à voir avec votre histoire. Je prends un exemple de fashion blogger. Imaginons, elle est fashion blogger, c'est-à-dire qu'elle fait des photos de fashion, de comment je m'habille, tout ça. Et un jour, elle fait un partenariat avec une moto. Ok, et ça existe en fait, la pression, parce qu'il y a du business derrière, il faut dire la vérité. Hein. Alors, la réalité sur les influenceurs, bon, c'est pas le terme aujourd'hui, mais les influenceurs, en réalité, hein, il y en a beaucoup, je dis beaucoup en France qui sont déprimés. Parce que, non mais vraiment, c'est vraiment la vérité. C'est que quand j'étais chez Givenchy, je devais dénicher des influenceurs pour une marque de cosmétiques, pour un rouge à lèvres. Et non seulement moi j'ai eu du mal à dénicher des vrais influenceurs, c'est-à-dire des personnes qui ont une histoire, qui sont authentiques, qui ne sont pas là juste pour vendre un produit, mais en plus de ça, lorsqu'on est parti en shooting avec eux, elles ont, en fait, quand tu retires leurs abonnés, elles n'ont plus rien. Genre, elles n'ont plus rien à dire. Genre, elles n'ont pas de personnalité, en fait. Donc ça, c'est l'erreur à ne pas faire. C'est-à-dire que il faut que vous ayez des bonnes intentions, il faut que vous ayez vraiment un message lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous n'êtes pas pour les réseaux sociaux juste pour du business. Il n'y a pas que ça, en fait. Parce que les gens s'attachent à une personne et vous influencez les personnes. Qu'importe ce que vous faites, vous influencez, en bon ou en mauvais. Donc, votre sourire peut influencer une personne dans la journée. Votre mauvaise humeur peut influencer une personne dans la journée. Et ça, c'est très, très, très important. Et les gens ne se rendent pas compte à quel point que l'humain, ça passe au-delà du business, en fait, sur les réseaux sociaux. Voilà. Donc, franchement, c'est un plaisir de t'avoir reçu sur le plateau. Je pense que tout le public a été gratifié par tous ces petits conseils. Juste un mot avant de terminer. Je veux rappeler au public que tu as un workshop qui s'appelle « Comment rendre son Instagram attractif en 2 phrases ». Quels conseils et quels secrets tu peux donner au public par rapport à ce workshop? Nous partager un peu tes petits tips que tu donnes à... Alors, c'est vrai que je fais des ateliers sur Instagram dans lesquels j'apprends à toutes les personnes qui sont intéressées comment être créative, comment créer son identité visuelle, comment créer son branding sur Instagram. Et les tips que je peux vous donner, premièrement, c'est sûr que franchement, il faut connaître votre histoire, il faut connaître votre message, ça c'est sûr. Message, histoire, audience, très très important, vous ne pouvez pas passer à côté. Et deuxième, c'est qu'il faut vous former, c'est-à-dire qu'il faut être attentif à ce qui se passe en fait, vous voyez. Et avec ça, ce serait le branding, très important. On ne rentre pas sur Instagram sans avoir une identité visuelle, c'est très important l'identité visuelle. Voilà. Merci. Alors, que penses-tu des youtubeurs ou influenceurs qui ne font rien d'autre comme activité? C'est-à-dire qu'ils font que du YouTube et... qu'est-ce que j'en pense? J'ai déjà vu plein de vérités sur les influenceurs. Il y en a, en fait, ils ont commencé par ça comme une passion, donc sur YouTube. Ils ont commencé par faire des vidéos de make-up, par exemple, et un jour, ils ont vu qu'il y avait le potentiel, ils ont commencé à faire ça une activité. Alors, moi, ce que je pense, c'est que c'est super, hein, c'est que faire ça, en fait,
que notre métier soit notre passion, franchement, c'est juste c'est magnifique en fait. Si un jour vous pouvez faire ce dont vous êtes passionné, c'est magnifique. Il n'y a pas vraiment un plus grand cadeau de faire ça. Mais par contre, il faut faire attention à la notoriété, à pas prendre la grosse tête. Et c'est souvent ça qu'on remarque en fait des influenceurs et des youtubeurs qui deviennent des grands stars, c'est que ils prennent la grosse tête et après ils changent de personnalité et on les retrouve plus en fait comme ils étaient avant et ils commencent à faire des choses, je ne sais pas, vous prenez une influenceuse, elle commence à changer son corps alors que d'habitude elle disait que non, il faut être soi-même, tout ça. Et c'est ça en fait, il faut faire hyper attention à la notoriété. Qu'importe en fait là où vous allez aller, souvenez-vous d'où vous venez en fait. Souvenez-vous des petits commencements, c'est important. Elle est influenceuse, elle a plus de 70 000 abonnés sur Instagram, elle est youtubeuse, elle est aussi entrepreneur parce qu'elle vient à peine de lancer il y a quelques mois son site de vente de produits de beauté et de cosmétiques, mais surtout de perruques et de tissage. Madame, messieurs, public de l'Estolk, Benjine! Bonsoir Benjine, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, c'est un plaisir de te recevoir là sur le plateau. Donc on va tout de suite enchaîner. Est-ce que tu peux te présenter pour le public, pour les personnes qui ne te connaissent pas, même si on en doute, mais bon, présente-toi. Alors bonsoir à toutes, je m'appelle Benjine, j'ai 23 ans. Je suis blogueuse mode et beauté et auto-entrepreneur dans le domaine de la beauté et de la vente des mèches, perruques et tout ça. Voilà. Simple mais efficace. On peut applaudir. Alors, ce qui te caractérise, c'est le fait que tu sois youtubeuse. Avant de commencer ton activité, tu as été connue par tous et toutes en tant que youtubeuse, influenceuse, etc. Et comment est-ce que tu t'es lancée sur YouTube finalement ? Comment est-ce que je me suis lancée sur YouTube ? J'adorais regarder les vidéos des youtubeuses américaines, françaises. J'adorais regarder les tutoriels make-up, les lookbooks et tout ça. Et donc du coup, je me suis dit pourquoi pas moi ? Donc s'il y en a qui ont réussi dans ce domaine-là, pourquoi pas moi ? Et du jour au lendemain, j'ai économisé, j'ai acheté ma petite caméra et je me suis lancée, tout simplement. Donc aussi, ce qui te caractérise, c'est le fait aussi que tu sois influenceuse sur Instagram. Et là, tu nous as expliqué comment est-ce que tu t'es lancée sur YouTube. Mais aujourd'hui, tu es plus sur Instagram que sur YouTube. Donc finalement, pourquoi ce choix d'Instagram par rapport à YouTube ? Alors, pourquoi Instagram par rapport à YouTube ? En fait, je me retrouvais plus sur YouTube, je vous dis la vérité, je me retrouve plus du tout sur YouTube. YouTube, ça a beaucoup changé. Avant, il y avait plus de tutoriels make-up, tout ça. Maintenant, il y a plus de divertissement. Et je me retrouve pas trop dans le divertissement, bien que j'adore regarder les vidéos divertissement, les story time et tout ça. Mais c'est pas quelque chose qui me correspond, donc j'ai préféré m'orienter vers Instagram et c'est tant mieux parce que j'adore ce réseau, c'est un réseau qui est vraiment formidable et puis voilà. Et justement, tu postes de superbes looks sur Instagram, c'est juste waouh. Tu la prouves ce soir, t'es juste canon. Donc merci beaucoup encore pour le fait d'avoir accepté notre invitation et je vais tout de suite enchaîner avec la prochaine question. Comment est-ce qu'on arrive à générer des revenus avec YouTube et Instagram ? Alors, pour ma part, j'ai jamais eu de revenus avec YouTube. Je pense que ça fait pas trop longtemps que YouTube, ils ont commencé peut-être à rémunérer les youtubeurs, etc. Mais en tout cas, quand j'étais encore sur YouTube, il y avait pas trop... Enfin, on n'en parlait pas trop. C'était vraiment très, très fermé. Et celles ou ceux qui savaient le petit secret, ne le partageaient pas forcément. Donc du coup, j'ai jamais eu de rémunération grâce à YouTube. C'est une fois lancée sur Instagram que j'ai vraiment commencé à découvrir les petits secrets des partenariats, des choses comme ça. Et donc, j'ai pu me vendre, en fait. Et c'est, voilà, tout simplement. Donc, finalement, comment est-ce qu'on réussit à dégoter ces fameux partenariats ? Alors, pour les partenariats, c'est plus les marques qui viennent vers vous, en fait. Ils vont regarder votre profil, ce que vous proposez, si vous correspondez surtout à leur marque, à leurs valeurs, ils vont vous contacter, vous proposer soit de vous envoyer des produits gratuitement, soit de vous envoyer des rémunérations. Mais il faut faire vraiment très attention parce qu'il y a des marques
qui vous contactent, qui vous proposent de vous envoyer des produits et en échange vous faites la publicité. Mais sachez que c'est pas du tout gagnant-gagnant parce qu'au final vous avez un produit que vous pouvez vous-même acheter, mais vous leur faites énormément de publicité. Même si vous n'avez pas beaucoup de followers, il faut savoir que même s'il y a 5 personnes qui ont vu, il y a quand même 3-4 personnes qui vont acheter et qui vont leur ramener de l'argent. Et vous en retour, vous avez juste le produit que vous pouvez vous-même vous payer. Donc il faut vraiment faire très attention à ça. Donc merci pour cette réponse assez claire et nette. Alors ce qui te caractérise, c'est certes le fait que tu sois youtubeuse, influenceuse, mais récemment tu t'es lancée en tant qu'auto-entrepreneur. Et vu que la thématique de ce soir c'est entreprendre à l'ère du numérique, comment est-ce que tu es passée de youtubeuse, influenceuse à entrepreneur aujourd'hui? Alors j'ai tout simplement profité de l'ascension des réseaux sociaux pour me lancer dans mon business tout simplement. Parce que je me suis rendu compte que les réseaux c'est vraiment très important et j'avais beaucoup de demandes par rapport à mes mèches, mes perruques et tout ça. Comment tu fais? J'aimerais bien avoir le produit que tu as. Et je me suis dit, au lieu que les marques me donnent leurs produits et que je vende leurs produits, je veux essayer de vendre mon produit à la place et tout simplement. Donc, du coup, tu as tout simplement saisi l'opportunité qui t'était donnée grâce aux réseaux sociaux pour toi-même te lancer dans ton propre business finalement. Tout à fait, c'est exactement ça. J'ai profité de tout ça. Et lorsqu'on préparait l'émission, tu m'as fait part du fait que tu avais tout fait toi seule, de la conception du site internet jusqu'à la commercialisation des produits que tu donnes et que tu avais réussi à faire tout ça en une semaine. Et finalement, comment est-ce que tu as appris à faire ça? Alors, je pense que comme à peu près tout le monde, un peu comme elle a dit, MC, c'est vraiment par rapport à YouTube. YouTube, ça aide vraiment énormément. Les tutos sur comment créer son site internet et tout ça. J'ai regardé beaucoup de tutos et tout ça. Et j'avais pas forcément les moyens de contacter quelqu'un pour me créer un site internet. Du coup, je me suis dit, je vais tout faire toute seule. Donc, j'ai commencé à regarder les tutoriels sur YouTube. J'ai fait mon site internet. Ensuite, j'ai installé ma petite caméra, j'ai fait mes photos, j'ai vraiment tout fait toute seule et je suis vraiment très fière parce que je me rends compte qu'en fait, on se donne pas mal de freins, on se dit non mais je vais pas y arriver, je vais pas le faire, mais du moment qu'on est motivé, on y arrive quoi. Ça, je l'ai fait en une semaine et franchement, je vous dis, motivez-vous vraiment si vous avez envie de faire des choses, motivez-vous. Motivez-vous vraiment, c'est très important. Et quelles sont les difficultés auxquelles tu as pu être confrontée dans cette nouvelle aventure d'auto-entrepreneur? Alors, il faut savoir qu'il y a énormément de difficultés. Il y a plus de difficultés que d'avantages. Il faut savoir que premièrement, tu ne dépends plus d'un patron. Tu dépends de toi-même. C'est-à-dire que tu es ton propre patron. C'est le rêve de tout le monde, bien sûr, hein, de se dire « Ah ouais, non mais moi je suis mon propre patron ». Mais il faut savoir que ces fameux patrons, ils travaillent plus que tout le monde. Ils travaillent vraiment beaucoup plus que tout le monde. Il y a des nuits où on ne dort pas, il y a des jours où on est hyper stressé. Tout ça, il faut savoir que voilà, quand tu es tout seul et que tu te lances toute seule, il faut vraiment se dire que là, c'est toi et toi. Donc c'est toi et toi. Il faut te motiver tous les matins, il faut que tu te réveilles, il faut que tu te motives, que tu pries, fais ce que tu veux, mais il faut avoir tes objectifs en tête. Donc justement, tu as parlé de quelque chose d'assez intéressant, du fait que tu avais tout fait toi seul et tout. Et moi, il y a une question qui me vient en tête tout de suite, c'est que finalement, au niveau organisation, comment est-ce que tu fais? Parce que tu postes des looks plusieurs fois par semaine sur Instagram, tu es maman d'une petite fille, tu es entrepreneur, tu fais tes livraisons, tes confections de perruques, etc. Niveau organisation, finalement, comment est-ce que tu fais? Ce que je peux dire, tout simplement, c'est quand on veut, on peut. Parce que rien que pour les looks, par exemple, je vais prendre une matinée, je vais me dire, bon, aujourd'hui, je vais faire 2-3 looks, je vais faire un shooting de 2-3 looks en photo. L'après-midi, je vais enchaîner avec les commandes et tout ça. C'est vraiment toute une organisation. Et par rapport à ma fille, bah, ça va, elle est à l'école, elle termine à 16h. Donc du coup, de 8h à 16h, j'ai le temps vraiment de faire tout ce que je veux faire. Donc voilà, c'est vraiment quand on veut un peu et tout simplement. Quand on veut, on peut, je pense que c'est la phrase qu'on va retenir de cet entretien avec toi. Non, sincèrement, quand on veut, on peut vraiment. Je vous dis, je suis maman, je suis à mon compte et vraiment, j'arrive à tout gérer, même si c'est compliqué des fois. Mais ouais, parce que je le veux en fait, je veux réussir, je veux pouvoir aider également ma communauté à réussir, je veux influencer, donc ouais. Je pense qu'on peut être fiers de toi et on peut applaudir.
Un chasseur sachant chasser, chasse sans son chien de chasse. C'est sur ces mots de Benji que nous allons terminer cette émission. Merci à tout le public. Merci à tous les speakers, Fatou, Bacheli, merci à vous tous qui avez fait le déplacement pour venir assister à cette émission. Merci à vous qui nous suivez derrière votre écran et je vous dis ciao ciao, à la prochaine. All I wanna be is free. All I wanna be is free. Oh, all I wanna be is me. Oh, oh, oh.